Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Si je vous dis 1515, vous allez me répondre victoire de Marignan, bien sûr. Mais si je vous demande contre qui, pourquoi et comment, pas sûr que j'aurai des réponses aussi spontanées. Alors rassurez-vous, je vous explique tout sur les circonstances et les conséquences de cette bataille pour que celle-ci ne se réduise pas à une simple date. Premier janvier 1515. Le roi Louis XII meurt à 53 ans. On prétend qu'il se serait trop épuisé à honorer sa jeune épouse Marie Tudor pour avoir un héritier. C'est son cousin François d'Angoulême qui lui succède. Il a 21 ans, il est grand, il est beau, il est fort, enfin, selon les dires de sa mère Louise de Savoie, très fier de son rejeton. Pour la plupart d'entre nous, François Ier évoque la période de la Renaissance, avec ses fameux châteaux de la Loire, comme celui de Chambord derrière moi, et aussi celui qui fit venir Léonard de Vinci en France, avec dans ses bagages le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. Mais son règne est surtout marqué par sa rivalité avec le roi d'Espagne Charles Quint, qui est élu empereur du Saint-Empire romain germanique à son détriment. Il échoue aussi par maladresse à s'allier au roi d'Angleterre Henri VIII, qu'il bat à la lutte lors de l'entrevue du camp du Drap d'Or. Sur le plan intérieur, alors que les idées de la réforme religieuse se répandent, il se montre assez tolérant, jusqu'à la fameuse affaire dite des placards. Des affiches anticatholiques sont placardées partout dans Paris et dans plusieurs villes du royaume, et même sur la porte de sa chambre. Il estime l'autorité royale bafouée et va prendre des mesures contre les protestants. Le massacre des Vaudois, dans le Luberon, sera un des prémices aux guerres de religion. En 1539, il va signer l'importante ordonnance de Villers-Cotterêts, qui fait du français la langue officielle de l'administration et du droit à la place du latin. Mais François Ier a un rêve en ce début de règne: reconquérir le duché du Milanais qui appartenait à son arrière-grand-mère et suivre ainsi les traces de ses prédécesseurs Charles VIII et Louis XII, qui connurent victoire mais aussi désillusion sur le sol italien. Une Italie pas encore unifiée, qui est composée d'une mosaïque de royaumes, républiques, duchés et États indépendants. Au printemps 1515, François Ier fait rassembler une armée de 30 000 hommes à Grenoble, composée en majorité de lansquenets allemands. Cette armée va prendre la direction de l'Italie. Face à elle se dressent 20 000 Suisses au service du duc Maximilien de Sforza et soutenus par le pape Léon X. Les Suisses vont bloquer les accès du Mont-Cenis à Suse et Pignerol pour intercepter les Français. Mais ceux-ci vont prendre une route secondaire escarpée par le col de l'Argentière. Une prouesse à la fois humaine et technique avec leur artillerie, réalisée grâce à l'ingénieur militaire Pedro Navarro. Ils vont ensuite déboucher dans la plaine du Piémont. François Ier a l'intention de faire le siège de Milan et établit son camp à proximité à Marignan. Mais les Suisses leur font face. À noter que chaque canton
dispose d'une armée permanente, chose rare à l'époque, qui loue ses redoutables soldats aux plus offrants. D'ailleurs, certains mercenaires francophones tentent de négocier avec François Ier. Mais le cardinal Schinner convainc la majorité d'en découdre avec les Français. Le 13 septembre, les Suisses engagent la bataille. Malgré les ravages causés par l'artillerie française et les charges de cavalerie, les piquiers tiennent bon. On se bat au corps à corps au milieu de la poussière soulevée par le terrain sec. À la nuit tombée, le combat cesse temporairement, sans qu'aucun des adversaires n'ait pris l'avantage. Les deux camps se regroupent tant bien que mal. Mais dès l'aube, on remet ça. Les Suisses reprennent l'avantage. La situation des Français semble compromise. Quand tout à coup, un cri retentit. « Marco, Marco !» Les alliés vénitiens du roi de France viennent de déboucher sur le champ de bataille avec 3000 cavaliers et des fantassins, et les prennent à revers. Le moral renaît côté français. C'est bientôt la débandade côté suisse, où les survivants tentent de rejoindre Milan. Grâce à ce renfort, la victoire est enfin là. Au soir de la bataille, le bilan est terrible. Plus de 16 000 morts, dont 10 000 Suisses. On prétend que le chevalier Pierre du Terrail, plus connu sous le nom de Bayard, aurait adoubé le roi, sans doute une légende, mais je la garde pour le plaisir. Le prestige de cette victoire du jeune roi va se répandre dans toute l'Europe. Le pape est obligé de reconnaître son autorité sur la Lombardie et lui donne même Parme et Plaisance en prime. Il signe aussi avec lui le traité de Bologne, qui donne le pouvoir au roi de nommer les responsables ecclésiastiques en France. Enfin, par le traité de Fribourg ou traité de paix perpétuelle, les Suisses s'engagent à ne plus porter les armes contre la France. Ce traité restera en vigueur jusqu'à la Révolution. Cette victoire du début de règne sera ternie 10 ans plus tard par le désastre de Pavie et la capture du roi, qui mettra un terme définitif aux prétentions françaises sur l'Italie. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi, et avec moi, faites vivre l'histoire. Salut! Et il y a eu des morts insolites dans notre histoire, des morts de rois par exemple, des morts insolites. Alors je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez par exemple Louis VI le Gros. C'est à l'époque des... Vous savez, vous avez regardé Les Visiteurs, vous voyez, c'est à cette époque-là. Les Visiteurs, c'est à l'époque de Louis VI le Gros. Alors le pauvre, il est tombé de cheval parce qu'un cochon avait traversé devant lui, il s'est tué. Vous voyez, c'est bizarre. Hein. Alors il y a lui, il y a eu Charles VIII au château d'Amboise. Il n'a pas baissé assez la tête, il s'est cogné la tête contre le linteau de porte en allant voir un match de paume, de jeu de paume. Et donc, il s'est cogné la tête, il est mort. Il est mort des suites de ça. Et puis on a Henri II. Alors Henri II, c'est le dernier tournoi qui a eu lieu en France. Il a pris une lance dans l'œil, il en est mort, des suites. Hein. Il a oublié de refermer la visière de son baume, et il a pris la lance dans l'œil, il est mort des suites de ça. Donc vous voyez, les rois, ils ont eu des morts un peu...